That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Cette semaine, on va parler des films qui m'ont marqué durant cette année 2022. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'il y a une série que j'ai beaucoup aimée, importante et fondamentale cette année, en 2022, c'est Ousekin, série qui est diffusée sur la plateforme Disney+, qui a été diffusée depuis le 11 mai 2022 et qui a été réalisée par Antoine Chevrollier, écrit par Antoine Chevrollier, Julien Lilti, Cédric Ido, Faiza Ghen, Lina Swalem. Puis il y a plein d'acteurs. On va revenir par rapport à tout ça. Et Antoine a accepté de revenir sur cette série pour en parler. Je suis très content. Juste une simple question, une question très godardienne. Comment allez-vous? Comment ça va? Je vais faire une réponse un peu moins godardienne, mais merci de m'inviter, Samir. Ça va bien, ça va très bien. Voilà, Ousekin a marqué évidemment fortement mon année. Donc voilà, j'en sors tout doucement avec beaucoup de nostalgie, mais avec aussi beaucoup de force. Ouais, ça, j'imagine. Alors, on va commencer par l'endroit où l'on trouve, le lieu où l'on trouve cette série, où l'on trouve encore cette série, c'est-à-dire Disney+. Et c'est vrai que je vous avouerai, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, il y a donc bien avant la diffusion de la série, je m'étais dit, mais la série, ce dont parle la série de cette histoire de France qui à un moment, enfin, cet aspect de l'histoire de France qui, ça a mis du temps pour qu'elle soit là, éclairée, et qu'elle se retrouve chez Disney+. Donc, il y a deux questions. Déjà, comment cela se fait, puisqu'on a toujours un rapport avec Disney qui est un rapport un peu réac, etc. Mais j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est aussi le fait que c'est une série, pardonnez-moi, c'est pas une question polémique, mais est-ce que c'est une série aussi que vous avez essayé de mettre ailleurs et qui peut-être, il n'y avait pas de connexion ailleurs? En fait, ça s'est fait finalement assez simplement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu l'idée, l'envie de raconter sous format sériel la trajectoire de Malik et de sa famille, j'ai été approché dans un premier temps par une production française qui s'appelle Itinéraire Production, donc Pierre Logier et Anthony Lancret. Et donc, dans un premier temps, on a, avec mon co-scénariste Cédric Ido, écrit en fait un premier document dans le but d'aller voir évidemment différents diffuseurs. Il s'avère que Pauline Dauvin, vice-présidente de Disney Plus France, avait bien aimé ce que j'avais fait sur le Bureau des légendes et sur Baron Noir, et donc m'avait contacté en me demandant ce que j'avais un tout petit peu en main, quoi, ce que je souhaitais faire. Et donc je lui ai proposé Ousekin, et Disney, donc en la personne de Pauline, mais aussi Disney US, Disney UK, se sont positionnés très rapidement en disant voilà, c'est ce qu'on souhaite faire. Ça fait partie des premières originals, comme ils disent, que nous souhaitons produire et diffuser en France. Donc en fait, je n'ai pas eu à aller voir finalement d'autres diffuseurs. Je n'ai pas eu de refus d'autres diffuseurs, dans le sens où Disney s'est positionné immédiatement sur Ousekin, et ça me convenait tout à fait, puisque on avait aussi une sorte de pacte qui était que on allait raconter Ousekin à ma manière, sans aucune entrave, sans aucun veto. Et ça convenait évidemment aussi à mes producteurs. Donc en fait, on n'a pas eu d'autres comptoirs, comme on dit, à aller voir. Disney s'est positionné immédiatement. La série, donc, elle est disponible, accessible depuis le 11 mai de cette année. Avant qu'on commence à en parler de l'intériorité même de la série, la construction, la jeunesse, tout ça, je ne peux pas ne pas vous poser la question, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette série? Les retours d'un point de vue le public, mais aussi les professionnels. Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Oui, bien sûr, il y a eu des répercussions. Alors, d'un côté très méta et d'un autre très concrète, c'est-à-dire que j'ai eu des retours évidemment incroyables à la sortie de la série, des messages sur les différents réseaux sociaux de gens que ça avait manifestement beaucoup touché, bouleversé. Voilà, c'était une des choses qui pour nous était importante avec mes co-scénaristes, Faiza Ghen, Julien Lilti, Cédric Ido et Lina Swalem. C'était quelque chose qui pour nous était important, c'est qu'à un moment donné, voilà, la communauté franco-algérienne plus largement, maghrébine plus largement arabe, se reconnaissent en fait dans cette vision, dans cette écriture qui traverse finalement les décennies. Donc tous les retours que j'ai eu et qu'on a eu avec mes différents co-scénaristes ont été évidemment très puissants.
avec des résonances évidemment autour de la mort de Malik, mais des résonances, bon bah voilà, pour ceux qui ont vu la série, pour ceux qui la verront, sur les différentes lignes, c'est-à-dire il y a une ligne un peu souterraine dans ces 4 films, qui est la ligne donc du passé de la famille, qui nous emmène plutôt qui commence par le 17 octobre 61 et cette page noire de l'histoire française, et qui nous amène jusqu'à finalement les dernières heures de la vie de Malik, quoi. Et donc, en fait, toutes ces différentes étapes de la famille Ousekine, beaucoup de gens se sont retrouvés, et de manière très universelle. Le rapport à la maman, le rapport aux frères et sœurs, le rapport aux violences étatiques, j'ai envie de dire, quelles qu'elles soient. Voilà, ça a vraiment bouleversé beaucoup de gens. Donc ça, c'était évidemment très gratifiant. Et puis, dans un endroit très concret, bon voilà, j'avais 2-3 combats à mener à l'endroit plus politique. Et j'espérais un peu naïvement que la série pouvait un tout petit peu faire bouger les choses, quoi. Il s'avère que ça bouge un tout petit peu. Bon, voilà, ça peut paraître des détails pour certaines personnes, mais la semaine dernière, la mairie de Meudon a inauguré là où vivait Malik, un espace qui s'appelle l'espace Malik Ousekine, avec le portrait de Malik. Chose qui était un peu qui était un sujet depuis plusieurs années, mais voilà, de l'avis du maire, la série a accéléré un petit peu les choses. On a un combat également à mener auprès de la mairie de Paris sur la rue là où est mort Malik, c'est-à-dire le 6 rue Monsieur le Prince. Il y a une plaque en fait commémorative où le nom de Malik Ousekine est mis, mais donc c'est au sol. Et nous, ça nous dérange. Moi, ça me dérange beaucoup qu'elle soit au sol, que le nom de Malik Ousekine soit, que des gens puissent marcher dessus. Et voilà, donc on souhaite qu'elle soit mise sur le mur. Sur le mur de cet immeuble de la rue Monsieur le Prince. Donc voilà, c'est des combats qui avancent, et a priori les choses vont se faire. Donc voilà, très concrètement, à des endroits qui peuvent paraître anecdotiques mais qui ne le sont pas, qui sont à mon avis très symboliques, les choses ont bougé, enfin ont bougé, c'est relatif, mais voilà, il y a des frémissements. Et puis il y a un autre qui est à l'endroit de la réception. Bon, voilà, évidemment, ça a été les gens ont été très généreux et ont reçu manifestement, encore une fois, magnifiquement bien la série. Et je crois savoir que depuis un certain temps, vous avez pas mal aussi de récompenses. Enfin, la série, elle est unanimement reconnue aussi dans le milieu qu'on appelle les professionnels de la profession, oui, comme l'autre. Oui, la critique a été très bienveillante envers notre série à la sortie. Et puis bon, bah voilà, ça se concrétise un tout petit peu là avec les différentes soirées, remises de prix. On a eu au prix ACS Award, on a eu le prix de la meilleure série de l'année, le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure actrice avec Mouna Swalem, et le prix de la meilleure production. On est nommé au C21 Awards à Londres, on est nommé au Rose d'Or. Enfin voilà, effectivement, le milieu professionnel, même si je ne sais pas trop ce que ça signifie et ce que ça englobe, mais en tout cas, semble avoir validé Ousekine. Pardonnez-moi cette indiscrétion, vous êtes né en quelle année? 82. 82, d'accord. Donc, vous aviez 4 ans lorsque Ousekine est décédé. Question très simple, comment vous avez entendu parler de cette affaire? La culture populaire, comme souvent. C'est-à-dire que, bon, moi, je viens d'un petit village au fin fond de l'Anjou. Évidemment, je n'ai pas de souvenir de la mort de Malik, mais il s'avère qu'autour de la sortie du film La haine de Mathieu Kassovitz, il y avait une compile de rap dont un morceau d'Assassin qui s'appelait L'État assassine. Et le refrain de ce morceau, c'était L'État assassine, un exemple Malik Ousekine. Voilà, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai entendu ce morceau, et le nom de Malik Ousekine ne m'a jamais quitté. Voilà, comme si, très inconsciemment, évidemment, il y avait quelque chose il y avait un endroit, il y avait quelque chose dans la trajectoire de Malik qui devait me parler, enfin, comme si on devait à un endroit se rencontrer. Et puis voilà, je suis monté à Paris, comme on dit chez moi. Et puis en ayant accès avec Internet, tout ça, j'ai commencé à chercher un tout petit peu qui était ce Malik Ousekine. Et j'ai eu envie d'en faire un film dans un premier temps. Et puis bon, bah voilà, ma trajectoire a fait que je me suis tourné rapidement vers la réalisation de séries. Je me suis très vite rendu compte que la densité de choses que je voulais raconter à travers la trajectoire de Malik, mais également à travers la trajectoire de sa famille, de ses frères, de sa maman, de son papa, le format sériel me permettait ça, de le déplier, voilà, comme ça, en 4 épisodes, et de faire en sorte de pouvoir être le plus juste
précis et dignes de leur trajectoire possible. Voilà. Quand vous avez commencé à avoir cette idée de construire cette série, est-ce que vous saviez exactement est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous ne vouliez pas faire? Je vois ce que vous voulez dire. Oui, je voulais pas faire une vision hagiographique de la vie de Malik, de qui était Malik Oussekine et de qui était la famille de Malik Oussekine. C'est-à-dire que je crois que le défaut qu'aurait pu avoir la série, c'est justement d'être dans un rapport trop respectueux de la mémoire de Malik. Donc, je me suis évertué, et on s'est évertué avec mes auteurs, à faire en sorte d'être le plus, finalement, d'être conciliant avec personne. Ni avec le côté médiatico-politico-policier, ni avec le côté familial. Voilà. Il fallait pas tomber effectivement dans ce travers. Et donc, je m'évertuais tous les soirs en écriture à me dire, on ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Alors, certains qui verront la série n'auront peut-être pas cette sensation, mais il s'avère que, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais si on devait passer un tout petit peu, en fait, toutes ces étapes d'écriture, toutes ces étapes de réflexion à une sorte de bain révélateur, vous savez, comme une photo, en fait, qu'on passe dans un bain, et que, en fait, ça révélait quelque chose, il s'avère que la vérité, pas ma vérité, pas notre vérité, mais la vérité des faits sont à l'écran. Alors, c'est contestable, mais c'est ce qui est vraiment arrivé. Et les choses qui ont été dites sur Malik, sur sa famille ou sur ou même sur médiatiquement ou politiquement à l'époque, en fait, voilà, soit on les construit à un endroit, soit on les déconstruit. Mais ça n'est pas notre vérité, c'est la vérité. Comment vous avez fait pour que ce personnage, Malik Oussekine, puisse être identifié par tout le monde? Je m'explique. Je ne sais pas comment vous avez fait, peut-être vous allez me le dire, je ne sais pas, mais je crois qu'à un moment, on se dit que c'est pas que ça pourrait être nous, dans la manière qu'il est, qu'il vit, dans la manière qu'il s'inscrit dans les plans aussi. Il va voir un concert de jazz, il se pose des questions sur sa foi. Je trouve que c'est extraordinaire. Je ne le savais pas, je l'ai appris avec la série, hein, qu'il avait envie de se convertir au christianisme. Je trouve que c'est très dur ce que je vais dire, mais ça pourrait être un beau personnage de fiction. Vous voyez où je veux en venir. Et en même temps, c'est assez glacial de dire ça. Mais comment faire pour que voilà, ce personnage-là, à un moment, on oublie d'où il vient, sa condition sociale, ses origines, sa religion, et se dire que c'est quelqu'un qui malheureusement ne pourra pas manger les frites, si je me souviens bien, que sa mère lui a concocté. Ça, c'est peut-être une idée de scénario extraordinaire. Donc, on va en parler de la manière que vous avez de terminer le film. Enfin, vous le terminez, mais en même temps, vous le laissez ouvert. Et comment faire pour en plus, un personnage comment faire pour ne pas rentrer dans la mythologie? Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est marrant, ça me fait penser à une phrase de Cocteau que j'ai entendue il y a peu de temps. Je vais essayer de la retranscrire, mais il disait quelque chose comme l'histoire montre du vrai qui se déforme, alors que la légende montre du faux qui prend forme. Et en fait, je crois que c'est plus ou moins ça la phrase. Et en fait, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'iconique un peu autour du nom de Malik Oussekine, malgré lui, évidemment. Il y a quelque chose c'est un nom voilà, qu'on ressort plus ou moins à chaque violence policière. Et en fait, en creusant, en essayant de comprendre la personnalité de notre personnage, donc parce que de Malik Oussekine, c'est devenu Malik de Oussekine, de la série Oussekine, d'essayer de comprendre à travers donc, voilà, les entretiens avec la famille, ses amis, on a réussi à finalement, il y avait quelque chose de très impétueux chez Malik qui pouvait le rendre à un endroit un tout petit peu, je crois, pas très agréable, mais il avait un tel feu de vivre, il avait une telle envie d'en découdre avec ses origines, ce qu'il était, enfin voilà, c'est ce que dit un peu Mohamed dans l'épisode 4, que finalement, Malik Oussekine
a calibré le Malik d'Oussekine. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher plus loin son universalité, c'est-à-dire qu'il l'avait, lui, il l'avait de manière très probante. C'était un jeune homme de 22 ans dans les années 80, avec toute la naïveté qu'on pouvait avoir, j'imagine, en tout cas à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore le constat d'inanité que pouvaient avoir les politiques ou le travail des associations de l'époque. Encore une fois, il était dans le cœur de tout ça, et puis il avait envie, voilà, il se posait 1000 questions d'ordre religieux, mais sociologique ou autre. Bon, voilà, il était dans une espèce il se confrontait absolument à tout. Donc, en fait, ça le rend, je crois, universel à cet endroit-là, à l'endroit de la questionnement, à l'endroit de la naïveté, mais à l'endroit aussi de l'impétuosité, c'est-à-dire à l'endroit je souhaite en découdre avec ce qui me manque ici en France, mais avec ce qu'on me promet. Il voulait déjouer tout ce dont on lui parlait, tout ce qui lui était promis finalement. Donc j'ai envie de dire, on a juste essayé de retranscrire qui était réellement Malik Oussekine. Il s'avère qu'il avait, je crois, en lui cette universalité. Mais quand vous découvrez ce qu'il est, ce qu'il a été, toutes ces résonances, le rapport à la religion, tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments, et je parle je parle vous, mais aussi les autres scénaristes, est-ce qu'à un moment vous avez été un peu dépassé par ce personnage? Je pourrais pas parler pour mes co-scénaristes, mais en tout cas, je crois pas avoir été dépassé par Malik, dans le sens où, ça va vous paraître un peu curieux, mais en fait, il a toujours été là, il a toujours été avec moi, il a toujours été avec nous, et c'est comme si, en fait, tout ce qu'il nous apportait à travers les témoignages, à travers ce qu'il était, il s'avère qu'en plus, la famille nous a très généreusement accompagnés, donc évidemment dans tout le processus de fabrication, mais il nous a donné également une espèce de valise qui lui appartenait avec des éléments très personnels de Malik. Et donc en fait, cette valise était dans notre room d'écriture. Donc en fait, en plus de moi, d'une manière un peu méta, d'avoir le sentiment que Malik m'accompagnait, voilà, très concrètement, il était là aussi, de par son écriture de lettres qu'il avait envoyées à sa sœur, la lettre que dans l'épisode 3 que lit sa sœur, c'est une vraie lettre que Malik a écrite quand il avait 12 ans. Voilà. Donc en fait, ça peut paraître curieux, mais il m'a jamais vraiment étonné, même sur ce début d'apostasie, parce que c'est pas réellement c'est pas de l'apostasie, puisqu'il n'a jamais été au bout, c'était plus un espèce de questionnement personnel, voilà. Mais j'ai envie de dire, ça m'a pas étonné quand je l'ai appris, dans le sens où je le savais tellement curieux, encore une fois impétueux, que ça m'a pas étonné en fait. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous étiez avec un ami depuis des années avec qui vous parlez peu parce qu'il est là et qu'on ne se pose pas la question, il est là, il nous accompagne dans toutes nos différentes pérégrinations, et puis d'un seul coup, au bout de 15 ans d'amitié, il vous dit un truc. Et en fait, ça, vous le prenez en tant que tel, mais finalement, c'est très cohérent avec ce que vous imaginiez, ce que vous aviez projeté de lui. Donc voilà, en tout cas, à l'endroit de la religion, ça m'a jamais, ça m'a pas plus étonné que ça. Et puis, encore une fois, Amar, qui était son frère, avec qui il avait justement tous ces questionnements d'obédience et tout ça, nous avait m'a beaucoup parlé effectivement des questionnements qu'avait Malik autour de la religion musulmane, de la religion chrétienne, de la religion judaïque. Enfin voilà, il était curieux de tout ça. Donc non, j'ai pas été étonné par Malik. Alors, on a évoqué assez souvent les scénaristes. J'aimerais bien qu'on en parle parce que je crois que c'est très important, parce qu'en fait, ils viennent vraiment de mondes divers. Par exemple, on a le cinéaste Cédric Ido, Faiza Ghen, écrivaine, Nina Swalem qui est aussi cinéaste, il y a Julien Liti. Comment vous les avez rencontrés? Comment ils sont arrivés sur ce projet? Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils pourraient... Alors, je ne sais pas si ça va être compliqué de dire ça, mais oui, qu'est-ce qu'ils ont apporté leur sensibilité a apporté quoi à ce projet? En fait, oui, c'est plus qu'important. Enfin, je veux dire, il faut mettre il est temps de mettre, mais peut-être que
c'est un peu impensif, mais il est temps de mettre vraiment les scénaristes à l'endroit où ils devraient être, c'est-à-dire front row, au premier rang. En fait, moi, je fais beaucoup d'analogies footballistiques. Je ne sais pas si vous aimez le foot. Je comprends. Ouais. Je sais ce que ça veut dire. Voilà, et en fait, pour moi, mais voilà, moi je travaille comme ça. La constitution d'une room, en fait, c'est un tout petit peu comme monter une équipe de foot. Il faut un défenseur, enfin un stopper, comme on disait avant. Fut un temps. Fut un temps. Ouais. On disait un stopper, mais ça fait longtemps, ça. Il faut un stopper, il faut un milieu de terrain qui distribue bien, et puis il faut un numéro 9 qui est bon au bon moment. Bah voilà, moi j'ai constitué un tout petit peu mon équipe, mais vraiment avec ce rapport, alors on peut dire footballistique, mais on peut dire finalement plus sportif, quoi. Voilà. Et donc en fait, il me fallait, je dirais pas qui était à quel poste, hein, mais j'allais vous demander qui était l'attaquant, mais non, je peux pas dire, c'est des petites tambouilles. Alors, ayant vu les premiers courts-métrages de Cédric, dont un qui se passe au temps de, je crois que c'était au Japon féodal, c'était des samouraïs. J'ai envie de dire c'est peut-être lui l'attaquant, mais bon, il va m'en vouloir. Non, voilà, je dirais pas. Mais en tout cas, pour moi, constituer une room, c'est voilà, se confronter et confronter nos personnages à différentes psychologies. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une room qui est très solide à un endroit technique, mais va être un peu dans les mêmes sensibilités, avec la même trajectoire professionnelle, bon, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je trouve intéressant dans une room, c'est moi, quand je viens avec une idée, me confronter à des psychologies différentes, puisque ça va ouvrir le débat, et donc, très directement, nos personnages vont se confronter à ces psychologies différentes. Et donc, on va avoir des trajectoires, un vocabulaire qui va s'imprégner de cette multiplicité. Donc, en fait, il me fallait, et là, il s'avère que j'ai recréé une room pour un autre projet, ben, j'ai fonctionné exactement de la même manière. Il faut, je crois, ne pas forcément être dans le confort. Quand je dis le confort, c'est le confort d'écriture, mais le confort aussi de production, qui fait qu'à un moment donné, on va avoir 4, 5 personnes autour de la table, avec un CV large comme ça, très rassurant finalement, que ce soit pour le producteur comme pour le diffuseur, parce que c'est des noms, voilà. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mettre en danger, même si c'est relatif, mais mettre en danger ce rapport à l'écriture et être avec des profils pas forcément scénaristes, pas avec un CV énorme comme ça, mais avec juste la bonne technicité au bon endroit. Julien Lilti, on ne présente pas, évidemment. Hippocrate, Germinal, c'est Émile Zola, en fait. Lilti, c'est Émile Zola. Mais non, il a adapté Germinal. Bon, voilà, il a son CV qui parle pour lui. Faiza, une des plus grandes autrices françaises, à mes yeux, en tout cas. Cédric Ido, grand cinéaste, et puis Lina Swalem, voilà, cinéaste également, mais avec des capacités bien plus larges. Voilà. Le fait d'avoir tous ces gens autour de la table, ça a permis des disputes, des incompréhensions, des confrontations intenses, fortes, mais qui ont souterrainement au départ, mais très, très, très frontalement dans un second temps, nourri, je crois, nos trajectoires, nos personnages et donc la série. Je vais quand même aussi, c'est important, nommer la distribution. Pas tous, mais quand même c'est important parce que voilà, il y a Kadmerad, il y a Saïd El Alami qui joue le rôle de Malik Ousekine, il y a Yahya Mabas, Naïdra Ayadi, Toufik Jalab, Malek Lamraoui, Mouna Swalem, Slimane Dazi, Thierry Godard, Laurent Stocker, Olivier Gourmet, etc., etc. J'imagine que est-ce qu'il y avait comme ça un moment, est-ce qu'il y avait des personnages que vous avez écrits vous avez écrit en fonction de certains acteurs ou actrices que vous souhaitiez, où il y a eu un casting qui a été fait? Oui, trois personnages j'ai écrit avec l'acteur en tête. Slimane Dazi, pour jouer Milou de Ousekine. J'ai eu la chance de tourner avec Slimane sur le Bureau des légendes, et comment vous dire, ça a été, enfin voilà, voilà, il y a des comédiens comme ça, ils vous marquent, quoi, au fer rouge. Et donc voilà, Slimane, j'ai eu très envie de retourner avec lui. Yam Abbas, qui joue donc Aïcha Ousekine.
et Kadmerad, qui joue donc Kiejman. Voilà, c'était les trois, et même dans le dossier, dans le premier dossier que j'avais fait, c'était les trois comédiens que je souhaitais. Donc j'ai écrit avec eux en ayant eux en tête, quoi. J'aurais évidemment demandé avant, ils m'ont donné leur accord. Et donc on pouvait écrire en pensant évidemment à ces trois-là. Et tout le reste, autrement, c'est somme toute un casting classique. Dernière question sur la construction narrative, et après on va s'attaquer aussi, parce que vous êtes cinéaste, donc aussi à la mise en scène, ce qui est très important. Mais lorsque vous êtes lancé dans la construction narrative de ce projet, est-ce que vous saviez déjà comment la série commençait et se terminait? Ouais. C'est-à-dire qu'on avait déjà la structure, on l'avait déjà posée avec Cédric Ido. On avait déjà cette structure en strates, c'est-à-dire ces trois strates, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui l'ont vu, ça va paraître un peu redondant, mais rébarbatif plutôt, mais pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, ces trois strates, c'est la strate de Malik et sa dernière nuit, finalement, entre le moment où il sort de son appartement jusqu'à le moment où il se fait tabasser à mort par des policiers qui traversent finalement les 4 épisodes. Puis il y a la strate du temps réel, du temps T, c'est-à-dire la réception de la mort de Malik pour les frères, en tout cas pour la famille, et qui nous emmène jusqu'au combat judiciaire dans l'épisode 4. Et puis il y a une troisième strate qui raconte un tout petit peu qui est cette famille, d'où elle vient, qui sont les Ousekine, donc que ce soit les parents dans un premier temps, mais aussi les frères et sœurs, et Malik. Et voilà, par des espèces de truchements narratifs, on recoupe en fait ces trois lignes se superposent et racontent un tout petit peu dans quelque chose d'un peu plus large qui était cette famille. Hors caméra, je vous disais que s'il y avait un plan que je devais retenir de parmi tout ce que j'ai pu voir cette année, que cela soit film et série confondues, il y a ce plan d'ailleurs, voilà, avec Slimane Dazi qui joue le rôle du papa de Malik Ousekine. C'est ce plan où lui et sa femme et je crois 3 membres de sa famille décident de revenir en Algérie. Enfin, lui, pour le coup, décide de revenir y vivre en Algérie. Et il y a ce plan, donc il est sur le bateau, et il voit les côtes algériennes. Il y a la musique de Mazouni, Dieu la France, et puis il y a ce gros plan sur lui. Et on comprend beaucoup de choses avec le regard de Slimane Dazi. Je trouve que c'est une idée incroyable d'avoir essayé, enfin, pas d'avoir essayé, parce que vous l'avez fait, donc de l'avoir fait, à savoir pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut aussi comprendre où ces personnes, dans quoi s'inscrivent ces personnages-là, dans quel aspect de l'histoire de France s'inscrivent ces personnages-là. Et donc, vous allez très loin, vous allez jusqu'au 17 octobre 61, et puis ensuite, vous prenez le temps et vous insistez sur cet éventuel retour en Algérie. Il y a une désillusion en Algérie aussi. On va pas l'évoquer. Le personnage de Yass Salem, joué par Yass Salem, est juste rocambolesque. Mais je referme la parenthèse. Voilà. C'est ça là où je voulais en venir, c'est qu'il y a cette idée très, très forte d'insister en gros plan, donc en plan serré, sur des choses qui veulent dire beaucoup de l'histoire des rapports franco-algériennes. Et ce plan, en l'occurrence, en est vraiment synonyme, quoi. On y voit. Tout à fait. En fait, terminer, bon, c'était pas écrit complètement comme ça dans le scénario, mais terminer effectivement sur ce plan du père de Slimane, après encore une fois ce qu'on a traversé avec lui, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on a le 17 octobre 61, on a les agressions racistes face à ses enfants, l'humiliation. En fait, il y a la violence étatique, mais il y a aussi la violence individuelle, l'attaque personnelle. Ce retour au pays, avec effectivement ce morceau Adieu la France de Mazouni derrière, cet espoir fou, ce sentiment de finalement presque de point final, c'est-à-dire comme une boucle qui voilà, retourner en Algérie à ce moment-là, après tout ce qu'ils ont traversé, c'était censé être une forme d'apaisement pour la famille, mais aussi pour lui, quoi. Et effectivement, ce visage face au port d'Oran et ce sourire, parce que c'est Slimane Dazi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Slimane Dazi, c'est un visage, quoi. C'est une histoire qui porte. Et je parle de l'histoire de Slimane Dazi et qui d'un seul coup, voilà, il esquisse très légèrement ce petit sourire. J'en parle, ça me fait encore des frissons parce que je suis bon, voilà, mais parce qu'il y a ça raconte, voilà, le voyage de toutes ces familles, de tous ces enfants qui ont vu leurs parents en fait
se faire humilier à l'endroit politique, à l'endroit individuel, et puis d'un seul coup, voilà, il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'autre chose. Et évidemment, la désillusion est d'autant plus forte, quoi. Donc, Mais j'ai l'impression que c'est à l'image de Malik Oussekine. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, c'est qu'il y a toujours cette idée de j'ai envie de vivre à cet endroit et en fait, on me refuse, on refuse mon existence. Que ce soit pour le père qui veut revivre en Algérie, on lui refuse pour des raisons. Voilà, il faut voir la série pour comprendre. Et puis, il y a aussi ce Malik Oussekine qui veut juste vivre là où il a envie de vivre, mais parce qu'il lui arrive, on lui refuse cela. On lui rappelle quelque chose. Mais parce que je crois que la série, elle parle aussi profondément du déterminisme social et donc du déterminisme politique. C'est qu'à un endroit, on a beau essayer de faire changer les choses, d'éduquer nos enfants dans un autre battement. Quand je dis un autre battement, c'est un autre rapport à la République, un autre rapport à la religion, un autre rapport sociétal. Il s'avère que moi, je crois fortement au déterminisme social. Je ne crois pas à cette théorie de quand on veut, on peut. Et c'est d'ailleurs ce que dit Mohamed dans l'épisode 4 au tribunal, en fait. Il était voilà, dans cette rhétorique, je crois, 13 années 80 de quand on veut, voilà, quand on veut, on peut, quand on a envie. La religion, l'argent n'est pas un problème. Bon. Et puis à un moment donné, il y a le réel. Et le réel, il est beaucoup plus violent en tout cas que Malik pouvait l'imaginer et que sa propre famille ne pouvait l'imaginer malgré l'envie d'en être. Bon, voilà. Ce déterminisme, encore une fois, ils se le prennent malgré le fait que leurs parents, et c'est ce que dit aussi dans l'épisode 2 la maman, en fait, elle dit en fait, on aurait dû prévenir nos enfants. C'est de notre faute, en fait, tout ça, ce qui arrive. C'est qu'on les a pas assez prévenus de ce qu'était le réel ici en France pour eux. Bon, bah voilà, Malik se le prend très violemment en tête et leurs frères et sœurs se le prennent également très violemment en tête. Donc voilà, moi je crois que beaucoup de choses sont liées voilà, à la lutte des classes et donc au déterminisme social. Quand vous avez construit la narration de la série, est-ce que en parallèle vous réalisiez le découpage de la série? En fait, c'est-à-dire que bon, moi je fonctionne un peu, et là en étant en room en plus, je fonctionne beaucoup avec de la musique et beaucoup avec des images. C'est-à-dire que ça peut paraître curieux, mais en fait j'ai des espèces d'images, des scènes qui me viennent comme ça, des plans. D'une manière ou d'une autre, j'essaie de faire en sorte de pouvoir intégrer ces images, ces idées de scènes, ces idées de plans dans le récit, quoi. Donc il y a des moments, effectivement, alors, la plupart du temps, c'est écrit, puis ensuite je découpe et je filme. Mais il y a à plusieurs reprises, il y a des scènes où effectivement c'est un rapport inversé, c'est-à-dire que c'est des plans, des images qui du coup racontent, en tout cas, le premier geste vers la scène, c'est d'abord une musique, une image ou un plan, et puis ensuite on écrit avec ce plan, avec cette image, quoi. Donc, voilà. Vous aviez un exemple de ça avec la musique? Un exemple où, avec la musique, vous aviez construit le plan? Je suis curieux, hein, je suis désolé, mais c'est fascinant, c'est intéressant, je trouve. Il n'y a aucun problème. Ça m'est arrivé sur Oussekine, ça m'est arrivé 3 fois avec la musique. Mais ça m'est arrivé, et je peux vous donner, si ça vous intéresse, des exemples de plans, mais 3 fois avec la musique. La première fois, c'est avec Mazouni. L'exemple dont on parlait, c'est-à-dire que je savais très bien qu'il fallait, voilà, il fallait cette famille qui quittait la France, ce 404 break, et puis ce plan en fait qui nous emmenait vers le ciel pour redescendre vers Oran. Voilà, ça c'est Mazouni qui me l'a offert. William Scheller dans l'épisode 3. William Scheller dans l'épisode 3, où voilà, alors, je ne sais pas si c'est réussi et j'en ai aucune idée, mais en tout cas, l'idée c'était d'être un peu dans un truc un peu à la sautette, café, enfin, vous savez, les séparations amoureuses, des amoureux qui parlent avec une clope à la main, et voilà, et le vrai café typique parisien. Puis voilà, moi j'aime beaucoup Scheller. Il y a ce morceau de Scheller qui m'a donné l'idée de ce plan, en fait, quand elle se lève et elle qui part, et de l'accompagner comme ça, voilà. Et ça m'a même donné l'idée de la séquence d'après. Bon, je vous laisserai découvrir, mais ça m'a même le morceau. Et puis la troisième chose, et ça pour le coup, ça a calibré l'écriture vraiment au sens presque mathématique du terme, c'est le dernier morceau, c'est-à-dire c'est ce poème de Tim Buckley réadapté, le morceau de fin, vous savez, le morceau en fait qui nous, après que le verdict ait été énoncé,
Voilà, il y a un morceau derrière qui est un poème de Tim Buckley qui s'appelle Song to the Siren, et moi j'y vois quelque chose, bon voilà, dans les paroles, bon, le morceau initial est magnifique, mais la réinterprétation par Eman Doon est magnifique également. Et puis voilà, j'y vois comme un, alors je pense que personne l'a vu, mais c'est pas très grave, mais j'y vois comme un message passé en fait, évidemment à la famille, mais à tous ces gens qui à un moment donné ont été violentés, qui à tous ces gens ont à un moment donné, et encore une fois, quel que soit leur taux de mélanine, quel que soit leur, à un moment donné ont été violentés, comme voilà, il dit ces mots. Je vais t'envelopper, viens avec moi, je vais t'envelopper, quelque chose de très rassurant et en même temps de très émotionnellement puissant, je crois. Mais voilà, voilà, c'est les trois morceaux. Et Song to the Siren, ça a vraiment calibré l'écriture. Pour le coup, je me rappelle très bien avec le co-scénariste avec qui j'étais sur l'épisode 4, où on écoutait le morceau et je disais, OK, là, on passe à autre chose. Là, on est avec elle. Là, on est avec lui. La cut, on est un peu au noir. Clac, on repart avec eux. Enfin bon, voilà. Ça a vraiment calibré les choses. Je rappelle que depuis donc le 11 mai 2002, vous pouvez voir cette série, cette mini-série, 4 épisodes, 52 minutes pour chaque épisode, c'est sur Disney+. Je mettrai bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo le lien, comme ça vous pouvez directement cliquer si vous voulez directement sur la plateforme Disney+, ou alors sur votre téléviseur. Une dernière question, parce que vous aviez là évoqué les années 80, est-ce que parce que voilà, c'est une histoire qui a lieu, enfin, c'est l'affaire Ousekine. L'affaire Ousekine, c'est le 5 décembre 86, la nuit du 5 au 6 décembre 86. Juste une question, une dernière. Est-ce que vous vous êtes permis de regarder aussi des films français, pour le coup, qui ont été faits durant cette période-là, pas forcément sur des sujets similaires, mais sur le grain, sur les ambiances, sur tout cela. Est-ce que vous vous êtes permis cela? Oui, tout à fait. Bon, voilà, j'ai envie de dire classique. Moi, j'aime énormément Sauté Piala. Même si c'est deux écoles différentes, diront certains, mais en tout cas, voilà, c'est deux. Donc, évidemment, sur tout ce qui est atmosphère, sphère publique, finalement, c'est-à-dire tout ce qui est les bars, les rues, toutes ces choses-là, en fait, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai évité avec mon chef opérateur Benjamin Roux et avec tous mes collaborateurs artistiques, donc je vais les citer parce que je pense que c'est important de citer tout le monde. Colombe Rabi qui était à la déco, Pascaline Chavannes qui était au costume, Stéphanie Aznarez qui était au make-up, Milou Saners qui était à la coiffure. Avec toutes ces personnes, d'ailleurs, on faisait tous les lundis pendant la prépa 2-3 heures, une réunion qu'on appelait réunion image, donc tout ce qui se voit à l'image. Et on venait avec différents types de références. Certains venaient avec des photos, d'autres avec des films, évidemment, d'autres avec des matières. Mais voilà, ce qui revenait beaucoup, c'était des photos de Saul Letter, des screenshots de films évidemment de Sauté, étonnamment plus pour la fin, pour les deux derniers films, et au début plus Piala. Alors je pourrais pas vous expliquer trop pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Et puis après avec Benjamin, avec donc mon chef opérateur, on s'est évertué à ne pas tomber non plus dans l'image trop sépia et d'être trop dans quelque chose justement de granuleux. D'une, parce que je trouve que ça fait toujours un peu plastique en fait. Vous voyez, à partir du moment où c'est ostentatoire, j'ai tendance à croire que on passe à côté. Alors que nous, on voulait une forme de modernité un peu dans l'image, vous voyez. Alors c'est un peu granuleux, mais il y a quand même dans les couleurs et dans l'étalonnage et dans la manière et dans les optiques qu'on a choisies quelque chose d'un peu moderne. Et en même temps, je crois qu'on y croit vraiment au fait qu'on soit dans ces années-là. Donc voilà, il y avait différentes références, mais on voulait surtout pas être dans quelque chose de muséal en fait, ni dans les costumes, ni dans les décors, et évidemment pas dans l'image. Je rappelle donc Ousekine, c'est diffusé depuis le 11 mai 2022 sur Disney+. Merci beaucoup en tout cas Antoine Chevrollier d'avoir pris le temps de revenir comme ça sur cette série. Et puis je vous invite toutes et tous à voir ou à revoir la série qui est vraiment qui a été une claque me concernant sur cette année-là. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Samir. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.